Une nouvelle fois, je vous propose quelques sujets issus des archives de la première saison des Technos. En 10 mois, on a eu droit à un certain nombre d'annonces de produits. L'un d'entre eux est signé Apple. Il s'agit du MacBook, un portable qui fait régulièrement parler de lui. Au mois d'avril dernier, on parlait justement du positionnement de cet appareil qui a tendance à être poussif dès qu'il s'agit de porter des applications un petit peu gourmandes. Effectivement, ce qu'on avait remonté comme information se vérifie par Barefit, qui est un site américain qui a fait un test un peu plus multimédia que la plupart des autres sites, et donc qui a essayé de faire fonctionner des softwares comme Final Cut Pro X, Photoshop ou des jeux vidéo comme Diablo 3, comme Tomb Raider sur cette machine, et effectivement les résultats sont plutôt catastrophiques puisqu'ils ont dans ce test comparé le nouveau MacBook au MacBook Pro 13 Retina et au MacBook Pro 15 en Core i7, et malheureusement les stats ne sont pas en faveur du nouveau MacBook, puisque pour un effet somme toute classique, puisqu'on parle d'un flou gaussien sur Final Cut Pro X, le nouveau MacBook aurait besoin de 164 secondes pour appliquer cet effet, ou un MacBook Pro 15 doit mettre une quinzaine de secondes pour pouvoir le faire. Et ça va même plus loin, puisqu'au niveau des jeux vidéo, les jeux vidéo qui acceptent de se lancer sortiraient au mieux 22 images par seconde. Donc c'est un petit peu light, ou un MacBook Pro 15 parvient à sortir facilement entre 50 et 60 images par seconde, et ça va vraiment, le summum est atteint avec Tomb Raider, qui prévient l'utilisateur que la machine a l'air d'être un poil juste pour faire fonctionner le jeu, et Motion qui lance certaines tâches, mais est incapable d'afficher le rendu de la tâche une fois celle-ci exécutée. Donc voilà, donc ça, on l'avait dit, c'est une super machine à écrire, mais non, c'est ultra mobile. Mais voilà, malheureusement, ce sera absolument pas une machine multimédia dans le futur. Où la situer, sachant cela, on se demande où la situer dans la panoplie Apple par rapport au MacBook Air, par exemple, qui sont performants pour le coup. Pas seulement le MacBook Air, parce que j'ai lu un article pas plus tard qu'avant-hier, où en fait la personne se posait la question de savoir si la machine la plus accessible aujourd'hui dans l'écosystème Apple, c'était pas finalement l'iPad Air. Ben oui. Parce que cet iPad Air, il a le form factor, si on lui colle un petit clavier, il a le form factor et la légèreté du nouveau MacBook, il a un écran Retina, il a un processeur qui est largement capable d'encaisser, on l'a vu au niveau des jeux, de sortir des jeux très très beaux. Ouais. C'est une super machine à écrire aussi. C'est ce qui a fait courir le bruit d'un futur. C'est ce qui a fait courir le bruit d'un futur iPad Pro aussi, dont on commence à voir fuiter les photos des coques et des boîtiers, et où on voit qu'effectivement il serait confirmé qu'il y a 2 ports, un port Lightning et un port USB-C. Oui. Ce qui est paradoxal par rapport, revenons au MacBook dont on parlait à l'instant, c'est son prix, enfin le positionnement tarifaire du MacBook par rapport justement à cette gamme de matériel. On parle du MacBook Air, on parle de l'iPad Air, des choses comme ça. Cet appareil finalement est cher si on va par là. C'est cher, oui. Maintenant, voilà, c'est le premier MacBook qui intègre, et on l'avait soulevé aussi, les nouveaux coloris. C'est clairement une machine qui est prévue pour un usage professionnel type commercial et des choses comme ça. Les autonomies sont quand même très très bonnes, et pour certaines applications, désolé, mais l'iPad n'arrive pas à faire tourner toutes les applications. Ça permet d'avoir une machine légère qui tourne sous macOS. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise machine. Maintenant, il faut être clair, c'est absolument pas prévu pour faire du multimédia. On avait fait les mêmes critiques sur le MacBook Air quand il était sorti. J'ai l'impression qu'avec ce MacBook, on revient un petit peu sur le postulat qui était de dire, ok, voilà, on veut une machine hyper fine où tout se fait pratiquement sans fil.
mais qui permet d'avoir un produit un peu plus luxueux que ce que ne peut être la gamme MacBook traditionnelle, MacBook Pro traditionnelle. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est l'appareil du délégué commercial. C'est l'appareil du délégué commercial qui en met plein la vue, voilà. Et ça reste un ultrabook, point. Ouais. C'est une machine qui est capable de faire tourner des softs de base, de faire ses mails, de taper un courrier, à la rigueur de faire une présentation, mais ça va pas aller plus loin. Non. C'est une machine qui va être utilisée pour accéder à des services via du cloud, uniquement. C'est ça. Oui, tout à fait. Dans quelques mois, dans le courant de l'année 2016, HP devrait commercialiser une imprimante 3D particulièrement performante. C'est en tout cas ce que l'on ose croire depuis notre épisode 8. Alors c'est du proto de chez Proto, mais ça crée déjà quand même des trucs assez intéressants. Il faut pas l'espérer avoir demain dans votre magasin préféré. C'est prévu pour 2016, donc on a encore largement le temps de voir venir. Ouais. Mais leur démo technologique est déjà assez impressionnante de la part d'HP. On n'en attendait pas moins, parce que ces dernières années, je trouve qu'ils étaient un peu plus calmes. Mais là, ils montrent quand même pas mal d'innovation. L'imprimante arrive à descendre à une précision de 21 microns. Alors ça vous parle pas, mais c'est 5 fois supérieur à ce que fait le meilleur aujourd'hui en imprimante 3D. Et ils arrivent à imprimer 5 cm en 3 heures. De nouveau, ça paraît extrêmement long, ce qui est pourtant extrêmement rapide. C'est très rapide pour voir. On a tous déjà vu fonctionner les imprimantes 3D classiques, on va dire, celle qui fait fondre un plastique un peu particulier sur une surface, etc. Enfin, ça prend un temps fou. Ici, effectivement, du coup, c'est beaucoup plus rapide. C'est très résistant aussi. Je sais pas si tu as vu la vidéo où ils impriment un anneau en quelque sorte. Une voiture avec ça. Ils arrivent à soulever une voiture. Ça veut dire que c'est quand même relativement résistant. On le ferait pas avec n'importe quel matériau. Ni avec ma voiture. Ni avec ta voiture. Il y a là-dedans une technologie un petit peu particulière, parce qu'il y a plusieurs. Ils ont vraiment fait un travail sur la matière qui est utilisée pour cette impression 3D et qui permettrait d'utiliser, apparemment, Marc, plusieurs matériaux dans une seule impression. Oui, exactement. Ils ont réussi à combiner différents matériaux avec des caractéristiques différentes, caractéristiques de résistance, de flexibilité, mais également, ce qui est intéressant, ils ont réussi à mettre des matériaux qui ont, par exemple, une conductibilité électrique. Ouais. Et donc, on pourrait faire des systèmes en une seule passe qui intégrerait tout le câblage. Mmh. C'est un gain de temps énorme. Imprimer, par exemple, des circuits imprimés, mais en 3 dimensions, par exemple, ce qui est tout à fait particulier. À suivre, 21 microns, hein. 21 microns, c'est quand même rien du tout. Hein. On peut le faire en tout petit, en plus. Donc voilà, ça ouvre plein de perspectives. C'est vraiment intéressant, c'est à suivre. Et là, il lâche un peu d'informations à peu près tous les 6 mois, 3 à 6 mois. On espère en savoir plus avant 2016, bien entendu, parce que c'est vraiment pas mal du tout. Les objets connectés font parler d'eux. L'un d'entre eux, une cafetière Wi-Fi. Alors, les machines à café, oui, on en a rêvé. Connectées ou pas, mais elles existent effectivement. Et au CES, de nouveau, on a vu 3 modèles de machines à café connectées arriver. Alors d'abord, il y a Belkin. Encore une fois, voilà, c'est des gens qu'on n'attend vraiment pas dans des machines à café, qui ont présenté en collaboration avec une société qui s'appelle Mr Coffee, ça ne s'invente pas, leur première cafetière connectée. Il y a Philips qui en a sorti une, et il y a également une petite société qui s'appelle Smarter. Et alors ça, c'est la photo que vous avez sur votre écran. C'est une cafetière tout à fait standard qui se connecte sur un routeur en Wi-Fi et qui communique avec votre smartphone via une application et qui vous permet de planifier l'horaire pour la préparation de votre café, d'adapter le dosage, l'intensité, tout ça depuis la petite application. Et il y a même moyen de connecter la Smarter, donc la fameuse machine à café connectée, à des trackers fitness, comme un Jawbone, comme tous les petits, pour adapter la force de café en fonction de la nuit que vous auriez passée. D'accord. Donc si le tracker sait que vous avez passé une sale nuit, il va vous mettre un café bien corsé. La seule chose que ce truc ne fait pas, c'est vous servir le café au lit, en fait. Mais pour ça, il y a des drones. On y revient. Je vois notre ami Adrien qui s'agite. Non, mais c'est génial parce que je sais pas si, à mon avis, ça va vous dire quelque chose, mais enfin le HTC CP sera utilisable, à savoir le Hypertext Coffee Pot Control Protocol, qui existe depuis très longtemps, à vrai dire. Et donc le code HTTP 418 est I'm a teapot. Donc ils avaient déjà vu loin. Donc le protocole existait déjà avant les cafetières, c'est quand même balèze. Ça devient n'importe quoi, c'est ce qu'on disait.
Tous les appareils dont nous parlons ont besoin d'une chose essentielle pour fonctionner, de l'énergie. Alors, quand on nous annonce l'arrivée prochaine d'une nouvelle batterie révolutionnaire, voire ultime, on se doit d'en parler, et c'était dans notre 30e épisode. Et alors, comme d'habitude, pour toutes les grandes découvertes, c'est une découverte par hasard. Ouais. Et en fait, les chercheurs qui sont à l'origine de cette découverte, qui sont des universitaires de Stanford, ont trouvé qu'en couplant dans une batterie aluminium-ion l'aluminium au graphite, alors non seulement ils vont développer des batteries endurantes, c'est-à-dire qu'ils vont durer beaucoup plus longtemps, ils vont faire des batteries qui sont rechargeables beaucoup plus rapidement, on parle quand même d'une recharge complète en quelques minutes, qui seront capables de subir plusieurs milliers de cycles de charge et décharge avant d'arriver à terme. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment nous aider, parce qu'aujourd'hui, on sait que les batteries sont quelque part frappées de cette fameuse obsolescence programmée, et qu'une batterie, voilà, c'est généralement ce qui lâche le plus rapidement, surtout dans un téléphone où elle est enfermée dedans, on ne sait pas changer. Ouais. C'est un truc qui nous casse un peu les pieds. Et alors, là où ça devient intéressant, c'est que ce genre de batterie va permettre d'offrir une plus grande sécurité à l'utilisation. On se rappelle des battery gates qu'il y a eu avec Sony et Acer il y a quelques années, où des batteries ont spontanément pris feu parce qu'elles étaient instables. Ce genre de problème ne devrait plus se poser. Alors aujourd'hui, les tensions délivrées par ce genre de batterie se limitent à 2 volts. C'est pas nécessaire pour une commercialisation grand public, mais les universitaires pensent arriver rapidement à des tensions de 5 à 10 volts. Ouais. Et donc là, on commencerait à avoir quelque chose de utilisable. Et alors, dernière petite cerise sur le gâteau, la technologie utilisée pour développer ces batteries permettrait également de les rendre moins chères. Ah oui, du coup, oui. Voilà, c'est tout bénef. Sébastien. Oui, j'ai une mini-truc là-dessus, parce que j'avais lu la même actu que Marc, mais ailleurs. Il y a quand même encore 2-3 petits problèmes. D'abord, c'est génial, c'est qu'on enlève tous les lithium, machin, ion, compagnie. Sur un alu, c'est quand même assez facile. Par contre, on a un petit problème, c'est la taille. Question encombrement, apparemment, pour pouvoir stocker suffisamment la même chose, on est quand même encore sur des batteries qui sont beaucoup plus grosses que ce qu'on a maintenant dans nos téléphones, et ça ne m'arrangerait pas d'avoir un téléphone d'un demi-kilo pour pouvoir avoir la même chose. Ou de 400 mètres carrés. Voilà. Donc là, on est... un rouleau, ce serait un peu idiot. Mais ceci dit, c'est prometteur, c'est vrai. C'est prometteur, et le coup de pouce qui permettrait d'accélérer le développement et l'industrialisation pourrait venir, encore une fois, du secteur automobile. Bah oui. Qui est prêt à faire son shift vers le tout électrique. L'énergie, il en était également question ici avec cette machine qui transforme l'eau en carburant synthétique et dont on vous a parlé au mois de novembre dernier. Donc c'est Sunfire, qui est une compagnie allemande qui a créé un prototype qui restera a priori quand même dans les annales des inventions qui pourraient changer le monde, parce que cette machine est réellement capable de convertir de l'eau en carburant synthétique. Et donc ils utilisent une technologie, un processus qui est dit le processus Fischer-Tropsch, qui date de 1925. Donc depuis 1925, il y a une partie de cette technologie qui est disponible. Il fallait les capacités de la réaliser. Aujourd'hui, l'image que vous voyez, c'est leur prototype. Ça fonctionne. Donc on passe par différentes étapes, puisqu'on doit passer par des séparations de carbone, de création d'hydrogène, à partir d'oxygène et des choses comme ça. Il faut savoir que leur système et l'objectif de cette société qui s'appelle Sunfire, c'était de prouver que c'était faisable, et que, parce que faisable, ça a priori, on le savait depuis 1925, mais que ça pouvait être aussi économiquement et écologiquement rentable. D'accord. Et donc, ils y sont. Il faut savoir que le prototype qui est là est capable de transformer, de produire, 1 baril de carburant par jour. Donc, on est très très loin de la grande échelle. Mais l'État allemand y croit, puisque ils sont financés. Donc le projet de financement a priori se compte en millions d'euros à investir, mais l'État allemand y croit tellement qu'il serait prêt à investir à hauteur de la moitié de l'investissement qui est nécessaire pour cette société. Il y aurait moyen d'avoir un débat énorme sur ce genre de produit. Alors il y a plein de questions, mais il nous faudra un spécialiste ici pour peut-être nous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Moi j'ai envie de demander si ça fonctionne avec de l'eau salée, auquel cas je trouve ça fantastique parce que parce que de l'eau salée ça fonctionne. Non, attention, que pour être clair, ça fonctionne à partir d'H2O. D'accord, voilà. Donc il faut d'abord filtrer, et cette partie-là, ils n'en parlent pas dans l'annonce, mais a priori, ce qui est intéressant en fait, c'est que
pour être un petit peu plus technique, ça doit être monté en vapeur. De la vapeur, on parvient à dissocier l'hydrogène et l'oxygène. Et donc, c'est cet hydrogène qui va être combiné avec du monoxyde de carbone. Et c'est pour ça qu'on parle bien d'économie et d'écologie en même temps, parce que c'est une usine à bouffer du CO2 aussi, parce qu'on utilise les mêmes techniques pour récupérer du monoxyde. Enfin, c'est très technologique, c'est très très complexe. Rien que l'explication du processus de base, donc qui est le processus Fischer-Tropsch, c'est à se tirer une balle parce que c'est des équations chimiques à n'en plus finir, c'est des pages et des pages. Ce qui est important, et moi pourquoi je voulais en parler, c'est de se dire ok, il existe vraiment des solutions technologiques aujourd'hui qui permettent de le faire. Et donc voilà, il faut aussi c'est pas mal, mais là dans un podcast technologique. Oui, bien sûr, c'est évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est rentable? Quels sont les rendements de cette machine? Les pénuries d'eau, parce qu'on en parle aussi de plus en plus. Est-ce que ça, finalement, c'est pas se tirer une balle dans le pied que de vouloir faire un carburant avec une denrée qui se raréfie quand même, paraît-il. Donc voilà, je veux dire, il y a plein de questions qui peuvent jaillir comme ça sur ce genre de produit. David. Tout à fait. Tout à fait, juste pour au niveau du rendement, ils annoncent un rendement de 70%. D'accord. Donc c'est quand même pas si dégueulasse que ça quand on voit d'autres choses qui ont été produites qui avaient des rendements bien pires que ça. Marc, vous voulez dire un truc encore Bref, je voulais juste compléter sur ce que tu avais dit, ce que ça pourrait induire comme effet de bord sur la pénurie d'eau qui s'annonce comme l'un des grands défis de la fin de ce siècle et du siècle prochain, parce qu'on sait que les réserves ne sont pas éternelles. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la NASA et d'autres sociétés privées aux États-Unis travaillent énormément sur des projets visant à capturer des comètes, parce que les comètes sont quand même faites en grande partie de glace, et de récupérer cette glace pour la réutiliser sur Terre. Donc voilà, je ne sais pas très bien, je n'ai pas vraiment lu le détail technologique qui se cache derrière cette initiative. Ça paraît très prometteur, effectivement. Je pense qu'il faudra quand même quelques dizaines d'années avant qu'on arrive à avoir un aperçu réaliste de ce que ce genre de technologie peut amener ou pas. Moi, je pense à la voiture électrique. Moi, quand je vois ce genre de technologie, je pense à la voiture électrique parce que c'est pour moi l'exemple type d'une technologie qui est fantastique sur le papier, mais quand on réfléchit un petit peu et qu'on additionne les chiffres de la colonne de droite, c'est-à-dire les dépenses pour arriver à produire l'électricité, c'est aussi polluant qu'une voiture normale. C'est même plus polluant qu'une voiture normale, surtout quand on voit les déchets que ça fait derrière. Donc voilà, c'est un peu ça la question. On ne va pas aboutir ici à un débat ou à une solution, ça c'est très clair, mais ça valait le coup quand même, et je t'en remercie David d'avoir amené ce sujet dans ce podcast hautement technologique, parce que ça vaut le coup d'en parler, effectivement. Dès ce mois de septembre commencera la seconde saison des Technos. On continuera donc à partager avec vous notre façon de voir l'actualité technologique. Merci pour votre fidélité, à très bientôt avec d'autres infos.